Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Après l'intervention de ma collègue Aude Luquet tout à l'heure, je souhaiterais vous parler du développement des mobilités propres, objectif important de ce projet de loi. Je l'aborderai sous l'angle du mix énergétique qui nous tient particulièrement à cœur au groupe Modem et apparentés. L'ensemble des transports, qu'ils soient de personnes ou de marchandises, compte aujourd'hui pour un tiers dans notre consommation d'énergie, dont plus de 90% est uniquement issu du pétrole. C'est donc sans surprise qu'il représente 38% des émissions de carbone, cette part ne cessant d'ailleurs de croître malgré des réglementations de plus en plus strictes. Les progrès des constructeurs n'arrivant pas à compenser l'augmentation constante du nombre de véhicules, le nombre de voitures particulières en circulation ayant bondi de 40% entre 1990 et 2017. Les émissions de CO2 ne sont bien entendu pas les seules nuisances de nos modes de transport préférés. En effet, les rejets de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, de particules fines viennent compléter ce cocktail de pollution. C'est en ville que la situation est plus sensible, car le bilan énergétique des transports s'établit à 62% pour les véhicules particuliers, 31% pour les transports de marchandises, 4% pour les transports en commun, 3% pour les deux roues. Avec ce constat, c'est très justement que la loi d'orientation des mobilités consacre plusieurs articles au développement des mobilités propres et actives. Nous ne pourrons inverser cette tendance et, je l'espère, un jour atteindre la neutralité carbone dans le secteur des transports qu'en développant et en facilitant l'usage des transports en commun, en favorisant les mobilités douces et actives, mais aussi en transformant de façon radicale nos sacro-saints véhicules individuels. Et dans cette transformation, il ne faut pas que nous nous trompions, en particulier sur les objectifs à atteindre et sur les moyens d'y parvenir. Le premier écueil qu'il faut éviter, c'est d'utiliser comme seul indicateur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au pot d'échappement des véhicules. C'est-à-dire ne prendre en compte que les polluants émis lors de l'utilisation du véhicule et laisser de côté toute la pollution émise lors de la fabrication et du démantèlement du véhicule. Si ces mesures semblent pertinentes pour les particules fines, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, elles peuvent nous emmener dans des voies contradictoires pour le dioxyde de carbone et nous amener à privilégier uniquement le véhicule électrique. Cette méthodologie donne en effet une vision incomplète de l'empreinte carbone réelle d'un véhicule roulant avec des énergies renouvelables telles que l'hydrogène vert, le biogène qui émettent moins de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie qu'un véhicule électrique. Toutes les études récentes ont montré que les plus fortes émissions relatives aux véhicules électriques sont liées à leur fabrication et à leur démantèlement, alors que celles des véhicules roulant avec des carburants alternatifs, biogène carburant de synthèse, sont essentiellement liées à l'usage. Le véhicule électrique est vertueux si l'électricité qu'il utilise a été produite de façon décarbonée. C'est le cas en France puisque notre électricité est d'origine nucléaire. Mais l'énergie consommée par les transports aujourd'hui est beaucoup trop importante pour notre production d'énergie nucléaire. En effet, si l'ensemble de nos transports n'utilisait que l'énergie électrique, il nous faudrait plus que doubler notre production d'électricité. C'est pour cette raison qu'il est très important de bien définir nos objectifs de neutralité carbone dans les secteurs des transports à l'horizon 2050, en fixant des objectifs intermédiaires en 2030 et 2040 qui soient vraiment possibles et réellement respectueux de l'environnement. Afin de promouvoir ce mix énergétique intelligent destiné à assurer une vraie transition énergétique, il est indispensable de préciser que la décarbonation du secteur des transports prenne en compte le bilan carbone produit par le carburant pendant son cycle de vie, c'est-à-dire soit une électricité d'origine décarbonée, de l'hydrogène réalisé avec une électricité décarbonée ou issue de tout autre processus décarboné, de tout carburant 100% biosourcé, c'est-à-dire à bilan carbone neutre, ou de tout carburant de synthèse à bilan carbone neutre. Pour cela, il nous faut absolument changer, au niveau européen, la définition des véhicules à faible et très faible émission, en prenant en compte cette notion de cycle carbone nul pour les carburants utilisés. Une transition énergétique basée uniquement sur l'électrique ne permet pas de répondre efficacement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne pouvons passer d'une dépendance au diesel à une dépendance à l'électrique. Il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer l'ADENA, l'équivalence de notre ADEME en Allemagne, et ils en ont la même compréhension.
Plusieurs pays sont d'ailleurs en avance sur nous dans le développement des carburants de synthèse, domaine dans lequel nous sommes très en retard. Pour y parvenir, il nous faut aussi une politique ambitieuse sur le développement de l'hydrogène propre. Dans tous les cas, une telle définition des véhicules à faibles ou très faibles émissions nous permettrait de rester ouverts sur un plus grand nombre de technologies et de ne pas réitérer les erreurs que nous avons faites avec notre trop grande focalisation sur le diesel. C'est dans cet esprit que le groupe Modem et Apparentés proposera ses amendements au titre 3 de ce projet de loi. Je vous remercie.